Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints, ou plutôt de m'avoir rejoint, car vous n'entendrez pas ce matin les 4 autres voix qui devaient s'efforcer d'éclairer certains aspects de l'actualité de la semaine écoulée. Vous ne nous entendrez pas, mais vous pourrez lire, à propos du coronavirus et de ses conséquences, les contributions de Jean-Louis Bourlange, de Nicole Niesotto, de Michaela Wiegel et de Lionel Zinsou, dans un numéro spécial de notre lettre d'information. Ceux qui n'y sont pas abonnés pourront la trouver sur notre site où un signet lui est dédié. Pourquoi cette situation pour le moins étrange et pourquoi cette absence ? En voici les raisons. Dans le contexte de pandémie que nous connaissons, sur les 5 habitués qui devaient se réunir autour de ce micro, dans un espace qui oblige à la proximité, même à une proximité très proche si j'ose dire, 4 présentent les caractéristiques des personnes à risque, qu'il s'agisse de leur état actuel de santé, de leurs antécédents dans ce domaine ou de leur âge. Je n'ai pas créé le Nouvel Esprit Public, je n'ai pas relancé nos conversations hebdomadaires pour aller visiter mes amis dans les hôpitaux, à supposer que ce ne soit pas moi qui doive m'attendre à recevoir leur visite. Jouer les esprits forts, fanfaronner, faire le bravage face à la maladie n'est pas une preuve d'intelligence ni de caractère. Mais il ne s'agit même pas ici de maladie, mais de propagation. Il ne s'agit pas de ne pas être porteur de la maladie ou de ne pas la développer, il s'agit de ne pas en devenir un agent transmetteur. Et donc, très souvent, d'infecter autrui sans avoir à subir soi-même les atteintes du virus. Nous savons par quels gestes, par quelles restrictions et par quelles abstentions cela passe. La lutte contre la propagation du Covid-19 est de notre ressort commun. En plus de nous protéger, nous en prenons notre petite part. Il y aura toujours des gens pour ricaner et pour assurer que ça n'est pas cette grippette, comme on peut le lire ici et là, qui va leur faire changer leurs habitudes. Et l'obstination et ardeur d'opinion est la plus sûre preuve de bêtise, écrivait Montaigne, qui ajoutait « Est-il rien de certain, résolu, dédaigneux, contemplatif, grave et sérieux comme l'âne ?» J'ai des amis italiens de longue date et en parlant avec les uns et les autres, je suis frappé de voir comment les plus fantaisistes, les plus indociles, les plus indisciplinés d'entre eux, frappés par l'ampleur et par la dureté de l'épidémie, se plient aux règles du confinement édictées par leur gouvernement et attendent des autres qu'ils s'y plient avec la même évidence et, si possible, avec le même sourire. En outre, à part quelques journées de ruée sur les rayons des supermarchés au tout début de l'épidémie, rien, en Italie, dans les comportements individuels ou collectifs qu'ils me décrivent, ne s'apparente à une hystérisation de la vie sociale, ni à ces manifestations où l'homme montre le plus égoïste et le plus veule de lui-même, à ces réactions que décrit si précisément, presque cliniquement, Jean Giono dans son Hussard sur le toit, que je propose comme livre de chevet pour la période qui s'ouvre. Dans le roman de Giono, en ravageant la Provence de 1832, c'est la bactérie du choléra qui mène la danse et qui révèle les personnages à eux-mêmes et aux autres. La même année, Paris était en proie à la même épidémie. Elle est décrite en ces termes par un contemporain, Anaïs Bazin, dans un livre intitulé « Le bourgeois de Paris ». L'épidémie poursuivait sans pitié sa récolte de morts, et l'on eût dit vraiment qu'il y avait dans la puissance inconnue qui dirigeait ses coups quelque chose d'intelligent et de moqueur, tant elle se montrait prompte à renverser toutes les assertions de la science, à démentir toutes ses prédictions, à nous ôter l'un après l'autre tous nos espoirs, tant elle semblait trouver un malin plaisir à ne pas se laisser comprendre. Ainsi, à peine l'avait-on reléguée dans les parties étroites et malsaines de la ville, qu'elle s'établissait au lieu où l'air trouve le plus d'espace, où les habitations s'étendent le plus à l'aise. On lui livrait la misère, elle s'emparait aussitôt de l'opulence. On lui abandonnait les corps infirmes et décrépits, elle se jetait sur la jeunesse et la beauté. Au moins, prétendait-on que les enfants n'étaient pas de son domaine, et elle trouvait dans ces êtres faibles et riants de la place pour tous ces ravages. Elle confondait les fortunes. Elle accouplait les sexes dans la tombe et levait encore une dîme sur le berceau. Le relevé officiel des morts porte 6260 hommes, 5704 femmes,
693 enfants au-dessous de 7 ans. Fin de citation. Paris n'occupe alors que 3437 hectares, c'est-à-dire la moitié, un peu moins même, de sa superficie d'aujourd'hui. 1 300 000 habitants s'y pressent, s'y entassent, s'y accumulent. La lumière ne pénètre que rarement et quelquefois jamais dans ce qui leur sert de logement. L'air n'y circule guère et s'y renouvelle peu. Le réseau des égouts est insuffisant, caduc, compliqué, très difficile à entretenir. Une partie est à ciel ouvert. Sans compter la Bièvre, qui charrie pêle-mêle eau usée, eau sale, déchets de toute provenance ou d'aucune provenance reconnaissable. Est-ce une illusion de croire que les horreurs du passé doivent nous faire mettre à l'échelle les malheurs d'aujourd'hui ? Quoi qu'il en soit, et sans rien savoir de ce que nous réservent les semaines à venir, pour lesquelles, évidemment, nous cherchons fermement une solution, je vous propose donc de nous retrouver par écrit sur notre site, sous l'onglet « Lettres d'information ».